décembre 2014. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Évasion Guinée. À la une de l'actualité, descente inattendue d'un groupe de militaires chez le leader de l'UFR à la minière Cité-Thiers. L'acte a été condamné ce mercredi par les députés de l'Assemblée nationale, mais également par le parti. À suivre dans cette édition. Il n'y aura pas une année blanche. Le ministre Koroma l'a dit aujourd'hui lors d'une rencontre qu'il a convoquée pour discuter avec les acteurs du système éducatif des préparatifs de la rentrée scolaire 2014-2015. Le procès contre le gendarme Abdoulaye Diallo s'est ouvert ce mercredi à son absence. Il est accusé par le journaliste David Kampen Bangoura de Lynx FM de l'avoir frappé alors qu'il était dans l'exercice de son métier de journaliste. Les Échos, c'est tout de suite. Tout d'abord, l'Assemblée nationale, à travers les trois groupes parlementaires, a fustigé ce mercredi la visite inattendue des militaires au domicile de Sidya Touré, député à l'Assemblée nationale et président de l'UFR. Les députés décident d'adresser une correspondance au ministre de la Sécurité pour savoir le pourquoi de cette visite. Ils envisagent aussi de suivre une démarche républicaine pour la manifestation de la vérité sur ce sujet. Je vous propose de suivre Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Nous avons entamé une démarche que je considère être une démarche républicaine. Les trois groupes parlementaires composant l'Assemblée nationale, nous sommes transportés devant le président de l'Assemblée pour lui demander au nom de l'Assemblée d'adresser une correspondance à qui de droit, notamment les ministres en charge des services de sécurité, pour poser des questions, pour en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé. À ce stade, nous sommes en train de nous poser des questions. Pourquoi les forces de sécurité, les services de sécurité pourraient ou devrait aller chez M. Sidya Touré? Est-ce commandité et par qui et pourquoi? Et à la suite de ça, l'Assemblée serait en plein droit de dire ce qu'elle doit dire. Mais la démarche est républicaine et la démarche est au nom de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée va adresser une correspondance et nous attendons la suite à cette correspondance pour nous prononcer. L'UFR a riposté également contre le comportement des militaires hier devant le domicile de son leader. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet au siège du parti, Sidya Touré a relaté son cauchemar et menace de reprendre les manifestations de rue. Les militants en colère qualifient cette présence militaire d'intimidation. Benou Marsila pour plus de précisions. Fortement mobilisés au siège national de leur parti, les militants de l'Union des forces républicaines en colère scandaient des slogans contre l'intimidation dont serait victime leur président Sidya Touré, devant lequel ont campé mardi dans la journée jusqu'en début de soirée des militaires. Selon Sidya Touré, ces éléments appartiendront à des forces spéciales de l'armée nationale qui ont voulu forcer l'entrée de son domicile, mais en vain. Hier, nous étions en réunion dans mon salon. Quand les jeunes nous ont dit qu'il y a des gens qui se prétendent être des militaires qui sont venus barrer l'entrée de chez moi et qui empêchent les véhicules de sortir, ou quand ça rentre, on fouille, ainsi de suite. Donc je suis sorti. Quand ils ont vu que je sortais, les véhicules sont partis se réfugier dans la Minsila. Mais j'ai demandé que le chef du groupe, parce qu'ils n'étaient pas bien militaires, vienne pour qu'on discute et qu'ils me disent qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'était après qu'il y ait eu des échauffourées avec les gens de chez moi. Ils ont même arrêté un jeune du quartier qui est gardien à côté de chez moi, pensant que c'était un des gardiens. Ils n'étaient pas bien militaires. Mais les gens armés qui prétendent eux-mêmes qu'ils sont des forces spéciales, et cela est écrit sur leur véhicule, vous en avez 3. Pourquoi est-ce que vous allez douter de cela?
Sidya Touré aurait eu des conversations téléphoniques avec le ministre délégué à la Défense nationale. Sur les causes de cette présence militaire sur le leader de l'UFR, Maître Abdoul Kabele Kamara aurait parlé du retranchement de 2 officiers déserteurs sur Sidya Touré. J'ai appelé le ministre Kabele moi-même. Je lui ai dit, il y a des gens qui prétendent être des militaires ici et qui sont en train de créer des problèmes au niveau de chez moi, qui veulent rentrer chez moi, qui veulent fouiller, ainsi de suite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, je vais m'informer. J'ai appelé le général Gandé qui n'a pas répondu. Après, j'ai eu le ministre Kabele qui m'a dit qu'il s'est informé et qu'il paraît qu'il y a 2 militaires déserteurs qui sont chez moi. Je lui ai dit, monsieur le ministre, il faut qu'on soit sérieux. Si les gens sont déserteurs, je ne pense pas que c'est chez moi qu'ils vont venir. Face à cette situation, le parti menace de reprendre les manifestations de rue. C'est nous qui avons suspendu nos meetings. Donc nous allons demander qu'on reprenne nos meetings. Puisque dorénavant, on peut appeler les gens à des manifestations ici toute la journée sans que cela ne porte à conséquence. Nous l'avons fait à cause d'Ebola. Qui a donc ordonné à ces militaires de monter la garde devant le domicile de Sidya Touré. Pour le moment, c'est le silence total du côté de l'armée et les leaders de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire et se rencontreront vendredi prochain pour prendre les dispositions. Éducation à présent, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique a convoqué une réunion ce mercredi avec l'association des parents d'élèves et amis de l'école, l'APAE, les responsables des écoles privées et le gouverneur de la ville de Conakry. Ensemble, ils ont échangé sur les préparatifs en cours pour permettre une rentrée sécurisée des classes, un programme d'assainissement de toutes les concessions scolaires avant la rentrée a été également annoncé. Abdrahman Ba, compte rendu. Comment préparer une bonne rentrée des classes en cette période d'épidémie d'Ebola? Cette question a été la principale préoccupation soulevée par le département en charge de l'éducation au cours d'une rencontre avec la PAE, le gouverneur de la ville de Conakry et les représentants des écoles privées. D'entrée de jeu, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique a tenu à préciser que la Guinée ne fera pas une année blanche pour la rentrée scolaire 2014-2015. Ibrahima Kourouma rassure que les élèves iront bel et bien à l'école et que tout le volume horaire sera épuisé. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, l'a dit, il l'a redit à plusieurs reprises, et ça je le dis à l'intention de tout le monde, qu'il n'y aura pas d'année blanche. Nos enfants iront à l'école et ils feront une année scolaire correcte. Quelle que soit la date à laquelle nous allons faire la rentrée scolaire, nous n'allons pas bafouer la formation des enfants. Dans l'optique d'organiser une ouverture sécurisée des classes, 1362 encadreurs et enseignants ont été formés à ce jour en technique de riposte contre Ebola. Pour la vulgarisation de cette formation, un autre volet qui touchera 80 000 autres encadreurs va être lancé le 10 novembre prochain avec l'appui des partenaires de la Guinée, a expliqué le ministre. Il faut quand même que ceux demain qui vont gérer les écoles sachent c'est quoi la maladie, quelle est l'origine. Comment faire? Parce que ce n'est pas seulement le lavage des mains, même si c'est ce qui est apparemment plus facile. Mais il y a d'autres attitudes que les gens doivent avoir pour éviter de contaminer ou pour éviter d'être contaminés. Donc à partir du 10, nous allons lancer sur l'ensemble du territoire la formation de l'ensemble des enseignants. Environ 80 000 enseignants. Côté perspective, le ministre annonce aussi un programme d'assainissement de tous les établissements scolaires du pays avant l'ouverture des classes. Certaines écoles présentent des images peu reluisantes et impropres, souligne le ministre. Et pour les assainir, il compte sur l'appui du gouverneur de la ville de Conakry. Nous pensons que là où ces personnes doivent se retrouver, ce doivent être des endroits très propres. Nous avons appelé le gouverneur pour qu'avec les chefs de quartier, pour que nos constructions scolaires soient propres et que tout ce que nous avons comme toilettes aujourd'hui, qui sont des toilettes pratiquement impraticables, que ces toilettes soient remises en forme, en état, afin que notre école puisse être une école saine. Protéger la vie de 5 millions d'étudiants et encadreurs, engager les formations, vulgariser les formations, assainir les écoles, aussi faire l'hygiène dans les écoles est un tremplin inévitable
pour la lutte contre Ebola. Des mesures pour barrer les risques de propagation du virus Ebola dans les établissements scolaires et sécuriser les élèves. L'information, c'est aussi un groupe d'artistes qui réclament la libération des personnes détenues à la maison centrale du Conakry dans le cadre du drame survenu sur la plage de Rogbani. Le collectif des artistes demande que le maire de Ratoma et le gouverneur soient eux aussi emprisonnés, alors que le ministre de la Justice, Maître Cheikh Sako, parle plutôt d'avancées majeures dans la procédure judiciaire. Dossier complet signé Fanny Guilavouye. Ils sont nombreux, les artistes et opérateurs culturels, qui poussent les pions dans l'affaire du drame de Rogbani. Nous sommes parfaitement convaincus de cela, qu'il y a d'autres personnes dehors qui ne sont pas arrêtées, qui sont responsables de ce qui s'est passé, mais malheureusement, en Guinée, les uns et les autres fuient leurs responsabilités. Soit on libère Abdoulaye Mbaye et Malik, et le jour des jugements qui viennent, qu'on les juge, c'est soit et qu'on appelle monsieur le maire et le gouverneur qui soient tous enfermés là-bas. Le drame de Rogbani, survenu le 29 juin dernier, lors du concert géant des groupes Instinct Killer et Banlieusards, a fait 34 morts. Maître Cheikh Sako est catégorique. Il n'y a pas eu de mise en liberté provisoire dans ce dossier. J'ai demandé aux magistrats de ne répondre à aucune sirène, à aucune injonction. Ils instruisent à charge à décharge. Et beaucoup de gens ont été auditionnés. Les auditions continuent, ça n'a pas terminé. Mais là aussi, c'est limité dans le temps. Quand les juges d'instruction finiront de travailler sur le dossier sera rapidement audiencé pour que justice passe. Quant à l'artiste Eli Kamano, il dénonce la forme de la procédure en cours. Les personnes comme le maire, comme le gouverneur sont aussi inculpées dans cette affaire. Donc je crois que c'est injuste de voir Malik Kébé en prison et que les autres soient dehors sans être inquiétés. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que ou Malik Kébé sort, ou les autres le rejoignent en prison. Blemba, lui, il est malade, on le sait, il est à Yazdine. Il y a un bon moment qu'il est à Yazdine. Réplique du ministre de la Justice. Depuis que je suis là, j'ai tenu pour ne pas qu'il y ait aucune interférence dans ce domaine-là. C'est-à-dire ni l'exécutif, ni le législatif. Moi-même, j'ai été contacté par d'autres personnes qui m'ont demandé pourquoi les gens ne sont pas mis en liberté. Il y a eu des gens au niveau de l'exécutif qui m'ont contacté. Il y a même eu un député qui m'a contacté. Un député qui n'est pas dans la mouvance. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de clivage politique dans ça. Un député de l'opposition, que je ne nommerai pas. J'ai dit aux uns et aux autres que la procédure est respectée. Et que les juges d'instruction vont entendre d'abord tout le monde, tous les témoins. Après, ils décideront si ils feront des mises en liberté ou pas. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu 34 morts dans ce dossier. Oui. Ça, on semble un peu l'oublier. Il y en a qui s'acharnent sur la mise en liberté provisoire de ceux qui sont détenus. On oublie les victimes, les 34 personnes. Au lendemain du drame de Rogbani, Malik Kébé, directeur général de l'agence guinéenne de spectacle, Abdoulaye Mbaye, directeur adjoint de la structure Merli Prod, Lévis Saint-Étienne, chef de quartier de Ratoma, entre autres, ont été auditionnés, inculpés et détenus à la maison d'arrêt de Conakry. Cependant, le président de la délégation spéciale de Ratoma, Sékou Batouta Camara, lui aussi inculpé, n'est pas détenu pour des raisons de santé selon le garde des Sceaux. Le gouverneur de la ville de Conakry, Souriba Sourel Camara, a aussi été entendu dans le même dossier, mais son rôle n'est toujours pas défini par le pool des magistrats. Autre titre de cette édition, David Chompen Bangoura, journaliste à la radio Lynx FM, a été entendu ce mercredi au tribunal de première instance de Kaloum sur la plainte qu'il a portée contre le margi-chef Abdoulaye Diallo. L'audience est ouverte en absence de l'accusé, une absence qui a amené le parquet à renvoyer le procès pour le 12 novembre prochain. Idjatou Diallo. L'affaire remonte au 4 septembre dernier quand David Chompen Bangoura, journaliste à Lynx FM, a été giflé par le margi-chef Abdoulaye Diallo lors de la manifestation des clients de la Badam à Kaloum. Un acte qui a poussé la direction de Lynx FM à porter plainte contre ce gendarme. Après l'ouverture des débats, le parquet a décidé de renvoyer le procès au 12 novembre prochain. Pour cause, donner une nouvelle chance à l'accusé d'être présent au procès. Le gendarme mis en cause, le prévenu, comparaissent à l'audience pour se défendre. Parce qu'il faut rappeler que c'est pour la deuxième fois qu'il ne vient pas.
Alors, en tant qu'avocat de la partie civile et légaliste de surcroît, je veux un procès, mais un procès contradictoire. Un procès dans lequel le mis en cause va se défendre. Quitte à lui de refuser systématiquement de venir, la justice continuera tout de même à faire son travail. Donc, j'ai demandé à Monsieur le Président en charge de l'affaire que je ne suis pas opposé au renvoi de l'affaire, mais mon souhait le plus ardent est que le parquet fasse des diligences pour saisir le haut commandement de la gendarmerie nationale pour que ce gendarme qui effectivement était ce jour de service à la présidence de la République du côté de la Banque centrale comparaisse effectivement le 12 pour la suite de la procédure. Malgré l'absence de l'accusé au procès, les débats se sont poursuivis. Le plaignant et un témoin ont été entendus sur les faits. La partie civile compte aller jusqu'au bout pour punir ces genres d'attitudes. Si vous voyez qu'il se cache, il ne vient pas, c'est la deuxième fois, ça veut dire qu'il a quelque chose à se reprocher. C'est pourquoi il ne s'est pas présenté au tribunal. Donc comme moi, ça ne fait que me regarder, parce que là, ça me veut dire que ma position, et ce que je dis, c'est quelque chose qui est très bon. Même s'il n'y a pas de condamnation, mais les hommes en tenue qui sont sur le terrain vont apprendre à respecter les journalistes. À ce stade, nous faisons confiance dans notre justice et comme il y a renvoi au 12, le 12, nous aviserons. À noter que le procureur a été chargé de saisir le haut commandement de la gendarmerie nationale et la garde présidentielle pour attirer leur attention sur le refus du gendarme de se présenter à ce procès. Un forum s'est tenu du 4 au 5 novembre à Conakry, organisé par les États-Unis. Ce forum de 2 jours était axé sur la violation des droits de l'homme en Guinée. Il a permis aux participants de s'enquérir des réalités sur ces violations dans le pays. Andrea Colamo. Ce forum de 2 jours s'est ouvert sous le signe Action et responsabilité. Organisé pour la seconde fois en Guinée par les partenaires techniques, à savoir l'ambassade des États-Unis et l'UNICEF, ce forum a permis aux participants d'évoquer des sujets pertinents sur les violations de droits de l'homme en Guinée. Des thèmes comme la mutilation génitale féminine et les violences faites aux femmes ont été la toile de fond de cette rencontre. La dimension aujourd'hui de la mutilation génitale féminine est très préoccupante. Et comme vous venez de dire, nous avons signé beaucoup de conventions, nous avons ratifié beaucoup de lois et aujourd'hui l'ère est à l'offensive. Nous devons aller à l'offensive vers toutes les couches impliquées dans cette lutte. L'offensive là ne se fera pas de façon violente, mais ça va se faire de façon spécifique, organisée et ordonnée, parce qu'on va impliquer toute la couche guinéenne. L'ambassade des États-Unis a donné le ton, le moyen financier est largement suffisant, mis à notre disposition. Ce qui reste maintenant, c'est la détermination de la population. L'ambassade des États-Unis en Guinée, organisatrice, s'engage à mettre les moyens qu'il faut pour combattre ce mot qui gangrène la société. Grâce à tout le travail de notre conseiller politique, Melinda Crowley, nous avons décidé d'être engagés sur la campagne contre ce fléau d'excision féminine. Nous sommes très fiers d'elle pour son travail, pour développer un plan d'action, d'attirer une enveloppe, ou développer une enveloppe de provenance du gouvernement américain pour travailler ici sur le terrain pour combattre cette question. Ce forum qui a connu la participation des journalistes, de quelques membres du gouvernement et la société civile guinéenne a été clôturé par une signature de protocole d'accord sur l'attente de l'abandon de l'excision entre le gouvernement et les partenaires techniques. Le charbon de bois, fruit de la calcination du bois, est une denrée prisée par les femmes, mais également par les hommes comme les préparateurs de thé. Comment fabrique-t-on cette matière et quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les fabricants? Et le monde de réponse dans ce reportage signé Kerno Faliludalo.
Le charbon, une matière utilisée par les femmes dans les cuisines lors des préparations des repas, est issu de la calcination du bois. Sa fabrication nécessite plusieurs étapes. Donc, pour l'avoir, il faut fournir des efforts considérables comme l'indique ce fabricant. On coupe le bois pour l'accumuler dans un trou d'environ 1,5 m ou 2 mètres de profondeur et on referme le trou après y avoir mis le feu. Après ce processus, il faut nécessairement attendre 1 à 2 semaines en fonction du climat et du degré de calcination du bois. Cependant, des difficultés peuvent subsister. Après la première étape, il faut attendre 1 à 2 semaines en fonction du climat, s'il pleut ou pas. Nous le faisons en saison de pluie juste pour nourrir la famille, sinon il y a trop de difficultés, surtout quand nous le fabriquons et qu'il n'y a pas d'acheteurs. À la fin du processus de fabrication, Mamadou Bobo récupère les blocs de charbon enfouis dans la terre pour la vente. Si on a des acheteurs, on les revend à 15 000 francs le sac, puisqu'on n'a pas où le stocker. Le charbon de bois, bien qu'important dans les foyers, sa fabrication a des conséquences néfastes sur notre environnement. Sur le continent, la période de transition au Burkina Faso pourrait durer jusqu'à 1 an. C'est ce qu'a annoncé ce soir le président de la CEDEAO, le président ghanéen John Dramani Mahama, avec les présidents nigérians et sénégalais qui se sont entretenus avec le lieutenant-colonel Isaac Zida. Les 3 représentants de l'organisation régionale ouest africaine ont annoncé à l'issue de la réunion qu'ils étaient favorables au maintien d'élections prévues novembre 2015, élections qui marqueraient donc la fin de la transition politique. Hier, le lieutenant-colonel Zida a promis de remettre le pouvoir aux civils lors d'une audience avec le chef traditionnel des Moussi, la plus importante communauté du pays. C'est un passage obligé pour le nouvel homme fort du pays. Le colonel Zida a fait le déplacement chez le roi des Mossi. Une ethnie qui regroupe plus de la moitié de la population du Burkina Faso. Depuis des siècles, le Moro Naba est un personnage très respecté. Si vous travaillez pour le peuple et suivez son opinion, alors vous allez instaurer la paix. On va travailler pour que le pays reste en paix. C'est ce que tout le monde désire. Chef traditionnel, mais aussi autorité politique, le Moro Naba est sans cesse consulté. Il est de toutes les négociations. Son ministre de la guerre, un de ses proches, était député du parti de Blaise Compaoré. J'ai démissionné le 14 janvier et en écrivant bien sûr au chef de l'État qui du reste est un ami pour lui dire que la situation n'est pas du tout intéressante. Aller loin, ça risque d'être le chaos, c'est le mur comme lui-même il aime de le dire et malheureusement il n'a pas écouté, il est allé au mur. Depuis la démission de Blaise Compaoré, de nombreuses figures politiques sont venues ici. Opposition et société civile, presque toutes ont défilé. Leurs discussions avec le Moro Naba sont restées secrètes. Le roi des Mossi est bien un homme incontournable. En interactualité, le Mexique enquête de vérité dans l'affaire des disparus du Guala. Et dans cette quête, une double arrestation et elle est emblématique. Le José Mis Arbaca et sa femme ont été interpellés. L'ancienne maire de la ville où ont disparu 43 étudiants était en cavale. Des disparitions qui continuent de choquer le pays entier. Suivez. Sur les bannières, les visages des disparus, au sol, des bougies. Les manifestants ont convergé ici, place Zocalo à Mexico, et ils comptent faire durer la mobilisation. Nous allons rester ici 43 heures en hommage aux 43 jeunes qui ont disparu par solidarité. Pour nous, les autorités ne font rien. Les manifestants continuent d'interpeller les autorités pour que l'enquête sur la disparition des 43 étudiants aboutisse.
S'ils ne disent pas la vérité, la méfiance va continuer de se propager. L'annonce hier de l'arrestation de l'ancien maire d'Iguala et de son épouse n'a pas calmé la colère de l'opinion. De nombreuses zones d'ombre subsistent. Le couple, accusé d'avoir fomenté les attaques fin septembre contre plusieurs dizaines d'étudiants venus à Iguala pour manifester, était lié aux gangs criminels Guerreros Unidos, des narcotrafiquants qui ont attaqué avec des policiers municipaux les étudiants. Depuis, aucune trace des personnes disparues, malgré une cinquantaine d'arrestations. L'affaire est une onde de choc pour l'opinion. Elle illustre un mal qui gangrène le pays, les liaisons dangereuses qu'entretiennent certains responsables locaux du pouvoir avec des organisations criminelles. Ce matin, sur l'esplanade des mosquées, avec la venue de dizaines de juifs ultra-religieux, un fait très rare, les policiers israéliens sont entrés dans la mosquée. Amman annonce qu'elle saisira le conseil de sécurité. Suivez. Le minibus a heurté ses passants de plein fouet avant de foncer à nouveau sur les véhicules alentours. Le chauffeur aurait ensuite tenté de s'enfuir avant de s'en prendre à des piétons avec une barre de fer. C'est là qu'il a été abattu par la police. L'assaut, qui a eu lieu sur l'axe qui sépare Jérusalem-Est de Jérusalem-Ouest, a fait au moins un mort et plusieurs blessés. Les autorités israéliennes parlent d'une attaque délibérée. Le suspect a percuté 4 personnes, puis il a descendu la rue et 500 mètres plus loin, des forces de sécurité l'ont approché. Ils lui ont tiré dessus et il a été tué. L'auteur présumé a été identifié comme Ibrahim Al-Akri, un Palestinien de 38 ans, sorti récemment de prison après avoir été condamné pour atteinte à la sécurité. D'après Israël, il s'agirait d'un activiste du Hamas. L'organisation islamiste s'est félicitée de cette attaque. Nous louons cet acte héroïque, nous encourageons d'autres opérations de la sorte. Il y a tout juste 2 semaines, dans Jérusalem-Est, un Palestinien s'était lui aussi jeté en voiture sur un groupe à un arrêt de tramway, tuant une jeune femme et une fillette. Depuis plusieurs mois, les tensions sont vives à Jérusalem. Mercredi matin, des affrontements ont eu lieu entre des manifestants palestiniens et des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. Ce site, aussi appelé le Mont du Temple, est un lieu saint pour les musulmans et les juifs. Ces derniers peuvent s'y rendre exclusivement pour des visites sous contrôle policier. Les activistes juifs réclament le droit d'y prier, provoquant ainsi la colère des fidèles musulmans. Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Nous revoir sur le www.groupeevasioguinée.info. Bonsoir à tous.